Bonjour et bienvenue sur la série de podcasts de la NSCA Québec. Je suis Mike Stolberg, le présent directeur de la NSCA Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Jules Guéguin, le préparateur physique en chef du Club de foot de Montréal. On a jasé d'entraînement au niveau professionnel, du développement des jeunes, surtout au sein de l'académie, de périodisation tactique et d'autres éléments de préparation physique liés au soccer. J'ai beaucoup apprécié ma conversation avec Jules. J'espère que vous allez l'apprécier aussi. Bonne écoute. Salut Jules, merci d'avoir accepté notre invitation pour être sur le podcast de la NSCA Québec. Ça fait plaisir. Salut Mike. Salut, je voulais commencer par te demander de nous parler un peu de ton parcours académique, professionnel, même sportif. Yeah. Parcours, je suis un gars de Montréal, donc j'ai grandi là. Mon père est français, mais j'ai grandi à Montréal. J'ai joué au foot aux équipes du Québec quand j'étais plus jeune. J'ai fait mon parcours, j'ai voulu jouer au foot. Donc, avant de me poser la question qu'est-ce que je voulais étudier, je me suis dit où est-ce que je veux jouer au foot à l'université. Donc, je suis allé à l'UQAM. J'ai fait mon bac en kiné là-bas. Où j'ai fait en 4 ans. Donc, vu que je jouais, j'ai pris un peu plus de temps. J'ai été un peu slowly but surely dans mon programme ou mon cursus au niveau du bac. Et après, je suis parti en Suède. Donc, j'ai fait ma maîtrise là-bas pendant 2 ans. J'ai fait une maîtrise en sport science qui était aussi basée sur la dynamique de groupe en psychologie sportive. Je suis revenu à Montréal. J'ai fait un diplôme d'un an, le diplôme universitaire à l'INS. Donc, c'était évaluation et conditions physiques. Je ne me rappelle plus trop du titre. Où j'ai rencontré un gars qui travaillait à l'Académie de l'Impact de Montréal, qui s'appelle Johan Damet, qui faisait donc mon travail à l'Académie. On s'est rencontrés dans les cours. Par effet de circonstance, lui, il s'est ramassé head coach des 18 ans. Donc, il m'a appelé et il me disait hey, mon poste il se libère. On s'était bien entendu dans les cours et tout. Il disait je pense que tu devrais appliquer. Donc, fil en aiguille un peu, j'ai appliqué. J'ai passé les entrevues, j'ai été sélectionné. Donc, j'ai rentré à l'Académie en 2016. Académie de l'Impact de Montréal en 2016, autrement qui s'appelait l'Académie de l'Impact de Montréal. Je suis resté là pendant 5 ans, où après j'ai par fait encore de circonstances, je suis monté chez les pros. Il y avait un changement de staff qui est arrivé là, avec Rémi Garde et son staff qui était parti. Donc, j'ai fini la saison avec les pros. Et après, j'ai enchaîné direct parce que j'ai rencontré Thierry. On a échangé sur la prépa physique. Ça a bien cliqué. Il m'a choisi comme son prépa physique. Donc, ça, c'était l'année passée, sur l'année pandémie et de misère qu'on a eue. Et c'est à continuer de filer en aiguille avec le nouveau staff qui est là, avec Will. Donc, un parcours entre académique où je me promène un peu. Au niveau professionnel, c'est rentré juste dans la lignée avec du monde que j'ai rencontré. Donc, voilà un peu grosso modo, mon parcours. Uh-huh. Donc, rencontrer du monde, c'est définitivement important. Hein? On ne sait jamais où ça va nous mener. C'est con, mais le PR, ou juste je dirais même pas le PR, parce que le PR, il faut que tu joues une game. Hein? Faut que tu sais, c'est comme, OK, tu te promotes un peu. Le fait de rencontrer des gens avec qui ça clique, ça t'ouvre des portes. Parce que dans la prépa physique, comme tu le sais, il y a des gens qui ont différentes visions. Donc, tu peux faire du PR, mais si tu n'as pas la même vision à propos de l'entraînement, à propos de tes concepts et tout, ben, ça ne va pas t'ouvrir de porte non plus. Donc, je pense qu'une ouverture d'esprit, rencontrer des gens avec qui ça clique, c'est là que de fil en aiguille, ça peut t'ouvrir des portes aussi, où est-ce que tu vas être un peu content professionnel. Donc, tu ne vas pas rentrer dans une job où tu vas faire de la prépa physique, mais au final, tu ne vas pas trop aimer ton taf parce qu'il faut que tu aies à l'encontre de ta philosophie. Tu sais. Mm-hmm. Um, donc, tu nous as parlé que tu as fait ta maîtrise. Donc, c'est une maîtrise en sciences du sport, on va dire générale, mais avec une spécialisation en psycho du sport, c'est ça? Ouais, fait qu'on avait fait compte 1 an de cours où c'était Sport Science, c'était un peu basé sur tout. Donc, c'était plus poussé que le bac, surtout sur les concepts, là, la physiologie de l'exercice, les suivis de données, etc. Tandis qu'après, on avait des cours vraiment spécifiques sur la dynamique de groupe. Et après, un peu aussi au niveau individuel, donc le PST, puis la visualisation, puis etc. Puis on avait un 6 mois la dernière, donc c'est sur 2 ans, le dernier 6 mois où on avait un mémoire à écrire, donc à faire selon ce qu'on voulait.
Donc voilà, c'était comme un emboîtement, un peu tout plein de trucs que moi je tripais. J'avais eu un cours en psychosportif au bac qui était très général, mais j'ai trouvé très intéressant. Donc quand j'ai fouillé pour regarder faire ma maîtrise, j'ai regardé un peu partout et j'ai trouvé ça. Donc déjà, j'étais un grand fan de la Suède, j'avais déjà visité, j'avais trippé. Donc au niveau culturel. Et après, ben, j'avais trouvé ça qui était basé sur la dynamique de groupe, parfait pour ma passion qui est le foot. Donc au final, fil en aiguille, j'ai regardé, j'ai trouvé, j'ai appliqué, puis hop. OK, cool. Et donc, donc évidemment, tu es préparateur physique, t'es pas psycho du sport, mais comment est-ce que tu vois alors, comment est-ce que cette maîtrise, elle agence ce que tu fais ou comment est-ce que tu appliques ça un peu dans ton day-to-day en tant que préparateur physique? La première des choses, je pense, c'est la structure que la maîtrise te donne, dans le sens que ça te permet vraiment de comprendre comment tu analyses ton environnement, qu'est-ce que tu récoltes comme données, comment tu les récoltes pour vraiment tirer des conclusions claires, pour après améliorer ta méthode de travail. Donc, à la base, peu importe, tu la fais en quoi la maîtrise, je pense que la structure ou la méthodologie de travail que ça t'amène, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Sans ça, au bac, je regardais ce que je faisais, puis j'avais des bonnes idées, mais il n'y avait pas vraiment de structure qui me permettait peut-être d'analyser de façon vraiment précise. Donc, la maîtrise m'a amené ça en premier lieu. Après, tout ce qui est cours un peu plus poussé au niveau de l'analyse des données, etc., c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop, que j'ai pas trop vu, en tout cas moi, de mon côté, en kin au bac. Donc, ça m'a permis un peu de regarder plus loin, commencer à comprendre c'est quoi les GPS, comment on regarde, qu'est-ce qui se passe avec ça, etc. Puis la dernière étape avec la psychosportive, c'est vraiment, on est dans un métier où on est un peu entre plusieurs personnes avec qui on travaille. Donc, je suis payé par un club, mais je travaille aussi pour des athlètes, mais je travaille aussi pour un coaching staff. Donc, comment je dois me situer par rapport à des situations où tu vas avoir des situations un peu ambiguës, des situations où tu es dans une zone grise, mais comment tu deals avec ça, tu sais. Je pense que le côté psychologique est très important dans notre travail, que ce soit par le travail individuel, comment tu vas aller chercher, que ce soit un travail collectif, qu'est-ce que tu vas amener en animation ou dans tes séances, puis après, justement, dans l'échange avec le staff avec lequel tu travailles, que ce soit médical, que ce soit upper management, que ce soit le coaching staff, que ce soit les athlètes. Donc, ça m'a comme formé un peu plus vers ce que moi j'avais comme idéal. Puis voilà, après, c'est con, mais ça t'apporte beaucoup de trucs théoriques. Mais après, tu dois avoir l'environnement pratique pour pouvoir le mettre en place. Sinon, tu as beau avoir appris, j'ai plein de dossiers, j'ai plein de trucs, mais je ne peux pas les tester. L'académie est arrivée direct après dans le parfait cheminement parce que j'étais comme, OK, ça fait 6 ans que j'apprends des trucs. Ben là, je peux tester, appliquer, ça ne fonctionne pas pour finir ma méthode de travail. Tu sais. Donc, pour moi, ça a été un emboîtement idéal. Mhm. Ok, cool. Et est-ce que pendant ton temps en Suède, est-ce que tu as eu l'opportunité de travailler un petit peu avec le foot suédois? Est-ce que tu as eu ce contact? Un peu, mais pas en tant que tel. Donc, j'ai joué dans une équipe 5e division hein, pour plaisir et tout. Quand J'ai même. fait un peu de trucs avec eux. C'était un espèce de un club dans une petite ville proche de où ce que j'étudiais. Mais en même temps, c'est une maîtrise temps plein, donc c'est 8h30 à 5h. Tu as des cours le matin, tu as des cours l'après-midi, tu as des labs lundi au vendredi. Donc, au final, travailler en plus quand il faut que déjà tu as des trucs, c'était compliqué. Donc, vers la fin, j'ai commencé à essayer de fouiller un peu. J'étais allé voir Malmö FF en observation. J'avais rencontré des Anglais qui sont là-bas en prépa physique. Donc, j'étais allé les voir, on a parlé, on a discuté, on a échangé. C'est eux qui m'ont mis un peu sur la piste au niveau du Triphysic Strength Training. Donc, on a discuté de ça, on a échangé. Donc, ça, c'était vraiment cool. Donc, c'est plus des trucs d'observation que je suis allé voir, mais en tant que travail en tant que tel, non. Je t'avoue que j'étais peut-être plus en mode aussi, ça fait hey, 2 ans, je vais en Suède, je vais profiter aussi de la vie. Donc, c'est là que tu te rends compte que vers la fin de ton processus, tu es comme, ah, j'aurais peut-être dû faire autre chose, mais bon, j'ai profité. Donc. Mhm. Super. Et est-ce que tu peux juste nous dire le nom du programme s'il y a du monde qui serait intéressé à voir ça? Nom du programme. Ou l'université? Ouais, c'est l'Université de Lund, donc LUND, qui est une université, je pense, qui date depuis de 1666. Hein, c'est une vieille, vieille université. C'est un truc qui était en sport science. C'était Masters Medical
sport science, je me rappelle plus. Il fallait que je refouille dans mes trucs. Et si je comprends bien, c'était en anglais, right? C'est pas un master en suédois que tu Non, avais. c'était en anglais. C'était un truc qui était aussi avec Erasmus. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient de beaucoup de différents programmes. Il y avait des physiothérapeutes du sport. Il y avait des gens qui étaient plus basés en psycho. Il y avait moi qui étais plus en kiné, sport science. Il y a des coachs. C'est un peu un mélange de plein de gens. Yeah. OK. Et juste pour les gens, si ça les intéresse, côté investissement, est-ce que c'est un programme qui coûte cher à Tu as faire? des prêts bourses, donc tu as des gens OK. qui, avec des notes plutôt, qui peuvent avoir des prêts bourses très intéressants, OK. dépendamment de ce que les gens ont comme note ou comme cote. Moi, j'ai appliqué en tant que Français, donc c'est gratuit pour les Européennes en Europe. OK. Donc là-dessus, au niveau scolaire, je n'avais pas besoin de payer. J'avais seulement besoin de payer mon day-to-day living, parce que quand tu fais une maîtrise à temps plein comme ça, ben, travailler, c'est compliqué. Fait que 2 ans, pas de travail, c'est sûr que tu t'endettes un peu. Mhm. Quand tu prends du recul, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Est-ce qu'après, au niveau financièrement, c'était un peu compliqué? Oui, c'est sûr, certain, mais si je ne le fais pas, je n'apprends pas ou je ne suis pas la même personne que je suis en ce moment. Donc après, c'est des choix. Hein. Il y a des gens qui vont dire non, il y a des gens qui vont dire oui. Mhm. Moi, de mon côté personnel, comment je l'ai vécu, ça a été un plus. Ça prend du temps à voir pourquoi c'était un plus. Donc, les premières années, tu n'as pas vraiment une récolte directe. Mais après, tu te dis, ouais, ça m'a formé au niveau de ma méthodologie de travail. C'est ce que j'avais besoin. OK. OK, cool. Um, donc, tu as commencé, tu nous as dit, je pense en 2016 ou 2017 avec l'académie de l'équipe qui est anciennement l'Impact. Donc, tu nous as dit que c'était essentiellement un peu un chance meet dans le programme à l'INS. Mhm. Donc, est-ce que tu es rentré d'abord avec les équipes, je pense, plus jeunes, c'est ça? C'était pas direct avec le U18 en tant que Non, préparateur? c'était avec le 18. Dans le temps, il y avait Ah, OK, la OK, réserve. Ouais, dans le temps, il y avait la réserve, donc OK. le FC Montréal, qui jouait en USL. Donc, dans le temps, il y avait Yannick Girard, qui était préparateur physique, et maintenant, il travaille avec Team Canada, que lui était monté chez les pros. Donc, il y avait OK. une libération de poste qui s'était faite à l'académie. Donc, il y avait Johan qui faisait mon poste, qui était monté coach U18, donc il n'y avait plus de préparateur physique. Donc, ils ont engagé un gars qui s'appelle Benoît Deplagne, qui était français, qui venait pour la réserve, puis qui venait aussi pour travailler avec l'académie, tandis que moi, je m'occupais plus de l'académie. Donc, je faisais vu que la réserve était souvent partie, lui, il s'occupait de la réserve le matin. Moi, je faisais les 18, 16. Dans le temps, c'était les 18, les 16, les 15 et 14. Mhm. Donc, on avait 4 équipes. Donc, je m'occupais l'après-midi des 4 équipes. On avait organisé une structure. Lui, il venait aussi une fois de temps en temps. Donc, on organisait, mais vite, directement, j'avais eu beaucoup de responsabilités par rapport à la structure qui était mise en place. 4 équipes à gérer. Tu peux pas vraiment travailler dans le précis, l'individuel. Il faut que tu fasses une analyse globale, comme on disait, de l'environnement. Qu'est-ce que les groupes ont besoin? Moi, je ne peux pas non plus me splitter en 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit de façon efficace? Donc, ça a été cool parce que j'ai pu analyser la structure, voir des trucs, mettre des choses en place collectives. Donc, beaucoup de travail en lien avec les coachs pour améliorer la semaine d'entraînement. Donc, ça, c'est ma vision et ma conception de la prépa physique. Si tu fais beaucoup de trucs à l'extérieur de la séance qui sont optimales, hein, des activations, des trucs individuels, etc., et qu'à l'intérieur de ta semaine, du lundi au samedi, tu travailles mal, ben, ton impact est peut-être moins bon que si tu fais l'inverse. Ça, c'est mon avis personnel. Ou si tu travailles avec les coachs, tu améliores la semaine d'entraînement du lundi au samedi, mais tu ne fais peut-être pas beaucoup de choses à l'extérieur parce que tu n'as pas le human resources, ben, tu es peut-être plus avantagé parce qu'au final, tu es sûr de contrôler la qualité de l'entraînement ou au moins d'avoir des échanges pertinents avec le coaching staff pour améliorer ça, pour après, éventuellement, dans un monde idéal, tu as du human resources, ben là, tu vas chercher de l'individualisation autour. Donc, ça m'a permis directement de rentrer au lieu dans l'individualisation, de travailler dans le groupe, de travailler dans le collectif, de travailler avec les coachs, de mettre en place des microcycles, des macros, comment on prépare des pré-saisons en foot selon les différents âges. Donc, ça nous a amené beaucoup de théories, puis on a mis en place des trucs qui sont vraiment précis. Mhm. Et est-ce que c'est quelque chose que tu avais fait auparavant de travailler avec des jeunes dans le soccer en préparation physique? Pas en tant que tel, non. J'avais travaillé, j'avais coaché des filles à Varennes, j'avais coaché des jeunes en éducation beaucoup plus technique, tu sais,
contrôle du ballon, etc. En prépa physique en tant que tel, j'avais travaillé un peu avec un club. C'est tellement amateur que mettre les choses en place, c'est compliqué. Tu touches à des 15 minutes une fois par semaine. Donc là, tu rentres dans un environnement où tu peux vraiment tester, où tu as un contrôle du lundi au samedi. Par rapport à plein de trucs qu'on a vus, on a mis en place des protocoles. C'est ce qui est bien, c'est qu'on avait toujours une trêve en décembre, après un showcase en Floride. Donc, on avait les gars de août jusqu'à décembre. Décembre, janvier, il y avait un 3-4 semaines où il n'y avait pas grand-chose. Puis après, on repartait de janvier jusqu'à juillet. C'était la deuxième partie de saison. Donc, comment je voyais les choses, c'était qu'on analyse l'environnement, on met des trucs en place en août. On arrive en décembre, on fait une analyse de ce qu'on a mis en place. Est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné, qu'est-ce qu'on tweak? On repart en janvier jusqu'à juillet. J'ai eu 5 ans sur 2 périodes de 6 mois. C'est quasiment 10 mini-périodes où j'ai pu vraiment mettre des protocoles en place, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Je te donne un exemple d'un truc qu'on a mis en place, c'est que les microcycles au début étaient générales, avec des séances fortes en plein milieu de semaine, mardi, mercredi. Mais après, on s'est rendu compte que chez les jeunes, enchaîner 2 de suite, c'est compliqué. Donc, on a fait une périodisation différente pour les 14-15 où on faisait mardi fort, mercredi, on coupait, jeudi, on faisait moyen, vendredi, on faisait léger, tandis que les 17-19, qui sont devenus les 17-19, les groupes d'âge ont changé avec les années, on les préparait plus à ce que le niveau pro demande. C'est des séances fortes mardi, mercredi, qui est un combiné de quasiment des données de match à 100 ou 120 en midweek. Et le samedi, il y avait un match. Donc, au final, tu les loads de midweek, week-end, midweek, week-end, parce que quand ils rentrent chez les pros, des fois, ils jouent 3 jours. Donc, le microcycle était complètement différent, parce que aussi les blessures étaient complètement différentes. Chez les plus vieux, on avait des trucs musculaires, parce qu'il y avait plus de puissance, il y avait beaucoup plus de trucs déployés, tandis que chez les jeunes, il y avait beaucoup plus d'overuse avec Osgood-Schlatter, maladie de Sever et tout. Donc, on avait des problèmes différents. On a eu des réflexions différentes. On a changé les microcycles avec le temps. On se rendait compte qu'avec le temps, les Osgood et les Sever, ça changeait beaucoup chez les jeunes. On en avait moins. Les réflexions ils ont pris du temps à se mettre en place avant de faire des analyses concrètes. Donc, est-ce que c'est, quand tu as parlé du fait que vous avez modifié le microcycle, c'était vraiment en relation aux blessures que vous avez observées chez les différentes équipes? Ouais, c'est par rapport à la théorie, donc le load accumulé chez les jeunes justement en petite croissance. 2, les problématiques qu'on avait en overuse. Donc déjà, le turf est très agressif chez les jeunes. Dans le sport de performance, nous, en plus, on demande beaucoup l'intensité, donc beaucoup d'agressivité à l'axel d'accélération. Donc, au final, il y avait des trucs qui commençaient à se mettre en place qui étaient comme, c'est peut-être problématique. Il y a peut-être un load trop aigu, puis après, ça va être problématique. Donc, on a décidé de splitter, puis on a ajusté. Même les gars qui avaient des poussées de croissance, ça, c'est avec les trucs de PHV qu'on faisait, on les mettait de côté ou on les mettait en gestion. Donc, les séances fortes, si par exemple, on avait 50 minutes effectives, les gars, ils faisaient peut-être 35, 40. Après, ils sortaient 15 minutes, travailler avec un thérapeute ou avec une personne à l'extérieur pour au moins travailler sur du travail postural. Donc, il y a plein de trucs qui se sont mis en place à l'intérieur de ça. Le microcycle était la première, je pense, des structures qu'on voulait mettre en place. Comme je t'ai dit, si le collectif n'est pas bien organisé, après, c'est dur à analyser les problématiques qui en viennent. Le PHV est un truc qu'on a mis en place sur le plus tard, qui était vraiment des trucs précis. Donc, ça s'en venait, mais après, je suis monté chez les pros. Je n'ai pas pu finaliser mes idées par rapport à ça. Mais c'est sur papier, c'est sur mon ordi à quelque part. Donc, OK. Est-ce que il y a une certaine continuité par rapport à ce que tu faisais qui continue en ce moment à l'académie? ouais, il y a un prépa qui est arrivé, qui est un gars qui est venu de France, donc Pierre Bézy. Donc, on a échangé avec lui, on a discuté un peu. Il y a des trucs qui sont restés. Après, je suis une personne qui, dans un monde idéal, il y aurait plein de trucs que j'aimerais mettre en place, mais je connais aussi la problématique. Un prépa pour 4 équipes, c'est compliqué. Donc, lui, il a sa méthode de travail. Il y a des choses qu'il veut mettre en place. Il y a des trucs fondamentaux qui sont restés. Mais après, je laisse aussi une certaine liberté pour que pas non plus ça soit je veux que tu travailles comme moi je veux, je veux que tu travailles de la même façon. Je pense que chaque prépa a besoin de sa liberté pour être épanoui. Mais après, il y a des fondamentaux qui doivent être structurés. Le microcycle en est un, la structure sur la semaine en est un. Donc après, il y a des trucs plus précis qui demanderaient une structure de performance. 4, 5 prépas, un prépa par équipe. Après, tu mets les trucs en place, puis boum, c'est parti. Mais en ce moment, c'est dur.
Mhm. Je voulais juste pour préciser, pour peut-être les gens qui connaissent moins, tu as parlé de PHV. Est-ce que tu peux nous parler un peu donc juste rapidement de c'est quoi et comment vous avez comme implanté ça et aussi c'est quoi que vous faisiez comme pour justement prendre des calculs de la charge d'entraînement à l'académie? Au final, le PHV, c'est le Peak Height Velocity qui parle un peu des courbes de croissance, comment que les jeunes ils se développent, ils sont où par rapport à leur croissance qui s'en vient. Donc, c'est des données qui se prennent assis sur des postures, debout. Donc, les thérapeutes avec le staff médical, on s'était mis en place. Ils faisaient une fois aux 5 semaines, je crois, ou 4 semaines. Euh, donc, pour voir un peu les gars en étaient où, surtout chez les groupes 14, 15, première année U17, donc le U17 c'est sur 2 années d'âge, 16 et 17. Et à partir de 17, il y a comme une espèce de plafond, sauf certains individus. 18-19, habituellement, ça finit de passer le plateau. Mais c'est des discussions, encore une fois, quand on est allé en tournoi à Bologne, j'avais une discussion avec, c'était avec les 15 ans, il y avait l'Ajax qui était là-bas, l'Ajax Amsterdam. Donc, je discutais avec un prépa qui était là-bas, puis il me parlait d'un modèle, je ne me rappelle plus du livre non plus, Athletic Development Model, je crois que ça s'appelle, qui parle un peu des PHV, ils sont vraiment en avance là-dessus, sur où sont les jeunes et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à leur peak height velocity. Donc, on avait les gars qui sont c'est les données comptabilisées, hein. Les données qui sont à moins 1,5 de leur peak height velocity, c'était vraiment loin de ton pic. Donc, Mais juste quand tu parles de 1,5, on parle d'année ou on parle de non, quoi? mais c'est une donnée, c'est comme une espèce de donnée comptabilisée par rapport aux grandeurs puis tout. Puis c'est vraiment un OK. point précis qui, OK, tu es dans ton peak height. Euh, donc, c'est par rapport au peak height. Après, dans la terminologie précise, faudrait que je refouille un peu dans mes notes. Mais c'était moins 1,5 avant de tomber dans ton pic pour être précis. T'sais. Puis au final, souvent, moins 1,5, on peut le voir comme un gars de 10 ans, 11 ans qui est petit, son centre de gravité est proportionné, everything is in control, it's good. Quand tu commences à grandir, là, habituellement, bon, les segments qui commencent à s'allonger, le centre de gravité qui est un peu weird, le tronc qui est petit, les grandes jambes, donc beaucoup de transferts au niveau des genoux, les axelles d'accélération, comme je disais tantôt avec le microcycle, plus d'impact au niveau articulaire, mauvaise posture, mauvais contrôle postural. Puis plus que ça se balance, là, à un moment donné, tu commences à avoir un épanouissement au niveau musculaire parce que tu as fini ton peak height. Puis après ça, c'est le musculaire qui prend une certaine charge. Eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'il y avait vraiment des données précises avec l'Ajax où une fois qu'ils passaient le pic, il y avait un développement musculaire, puis eux, ils voyaient ça comme un windows of opportunity. Donc, une fois qu'il y avait un certain donné, OK, les gars sont stabilisés, le développement musculaire s'en vient, on allait travailler avec eux en muscu pour vraiment s'assurer que le muscle se développe comme on le veut. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis quand j'ai commencé à fouiller et à regarder tout ce qui est donné, parce qu'encore une fois, je ne vais pas faire un test, récupérer, prendre les données, analyser, et dire, on va faire ça. On a besoin de plusieurs données pour après faire, OK, comment on va ajuster les trucs. Donc, je te donne un exemple précis. On avait un gars en 14 qui était déjà passé son pic. Donc, il était déjà dans le positif, il était déjà dans 1,2, etc. Donc, il avait passé son pic. Tu le regardes, puis c'est vrai qu'au niveau musculaire, à 14 ans, il dominait. Il était puissant, il était capable d'accélérer, décélérer. Quand il allait à l'épaule, c'était comme ouf, OK, etc. Puis tu regardes 2 ans plus tard, puis il est toujours à peu près de la même grandeur. Il a perdu ses avantages au niveau physique. Il se fait rattraper par les autres. Donc, au final, je me dis, ça, c'est des réflexions que j'ai après, t'sais. Si j'avais travaillé avec lui parce qu'il avait déjà passé son pic en muscu pour lui donner une certaine continuité au niveau musculaire, est-ce qu'il aurait gardé ses avantages? Est-ce qu'il aurait mieux développé? Puis après, il aurait peut-être été un autre type de joueur. T'sais. Tandis que l'autre qui est encore petit, il faut que tu travailles tout ce qui est postural, les qualités de vitesse, qualité un peu de pliométrie légère, etc. Après ça, tu enchaînes sur il y a sa poussée de croissance, le gars il a mal au genou, je ne peux pas travailler différemment. Donc, il y avait vraiment 3 groupes précis. Les gars qui étaient plus haut de 1,2, qui sont les gars, comme je te dis, qui avaient déjà une développée musculaire. Puis ça peut arriver à 14, comme ça peut arriver à 16 ans, ça dépend de la personne. Tu as des gars qui sont en plein dedans. Ça, c'est les gars qu'il faut manager à l'intérieur des semaines. Si on a une séance forte, est-ce qu'il fait tout? Est-ce qu'il fait juste le 3 quarts de la séance? Est-ce qu'il peut enchaîner 2 de suite? Etc. C'est comme un peu des crises aiguës par rapport surtout au genou puis le turf, le changement de soulier, ce qui peut-être jouer avec différents types de crampons. Puis tu as les gars qui étaient avant,
le pic. Donc, ça, c'était de moins 1,5 jusqu'à 0,8, je crois. Je ne me rappelle plus trop des données, là, ça fait un bout. Mais où qui était, OK, eux, il faut travailler différemment. Fait qu'eux, ils voient vraiment 3 groupes. Là, c'est là qu'on parlait d'individualisation, où tu maximises, je pense que c'est des années cruciales par rapport au PHV, où tu peux prendre un avantage sur certains joueurs. Sinon, un peu, c'est du coin de passe, comment ça va finir par se développer. Ouais, on ne sait pas trop. T'sais. Mais plus que j'ai vu de trucs là-dedans, plus que je fouillais, plus je commençais à avoir des bonnes idées. Puis au final, ben, je suis monté chez les pros. Puis le PHV, ben, chez les pros, ça ne marche plus trop. Donc, Oui. Oui, donc ouais, c'est ok. Donc c'est sûr qu'en même temps de ce que tu parlais du fait qu'il n'y a pas nécessairement un préparateur physique pour chacune des équipes dans l'académie, c'est quand tu commences à dire j'ai 3 groupes différents à l'intérieur d'une même équipe, ça, en termes de gérer ça, ça doit être assez difficile, même si non. l'idée reste vraiment intéressante. C'est pour ça que c'est un peu, pour moi, c'est l'analyse. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux te donner comme, pour que ça soit de façon qualitative? Puis il ne faut pas que je me disperse non plus. Sinon, après, tu fais de la quantité, tu touches un peu à tout, mais tu touches à rien au final. Fait que j'ai décidé de partir dans un mode un peu comme, on peut dire directeur de performance en un certain sens, mais juste, j'ai besoin de données pour analyser ce que je vois, pour après avoir des idées. Puis après, si j'ai du monde, comme on disait, un prépa par année d'âge, ben là, on peut faire des trucs vraiment précis. T'sais. Mais je ne peux pas me lancer dans quelque chose d'individuel parce que je n'aurai pas les ressources et je vais me perdre. Puis après, si je touche à, mettons, le PHV, je suis vraiment à fond là-dedans, mais que du lundi au samedi, on fait n'importe quoi, c'est quoi mon avantage? Fait que tout le temps une question de risk and reward. J'ai décidé d'opter dans ma méthode de travail un peu là-dessus vers le collectif, avoir des réflexions par rapport à ça. Dans un monde idéal où on a plus de personnel, ben là, j'ai déjà des projets, des dossiers qui sont sur le côté. C'est comme, OK, mets-moi ça en place. Je veux que on en reparlera pendant 6 mois. OK. Et pour la charge de travail, est-ce que vous aviez des GPS même pour les plus jeunes ou c'est quoi que vous faisiez pour calculer ça? On n'avait pas de charge externe, donc tout ce qui était GPS, etc. On avait des idées précises un peu sur ce qu'on voulait en tant que profil, mais en tant que tel, pour analyser de façon objective avec les données, on ne les avait pas. Donc, on faisait travail seulement avec le RPE, de Effective Time, lequel nous, on travaillait, les progressifs d'acute chronique par rapport aux charges internes du RPE et des Effective Time. Mais après, ça revient, si on est capable d'analyser la séance, qu'on est trop fort, pas assez fort, etc. On peut percevoir des trucs. Si les gars, ils sont quand même bons dans l'analyse de charge interne et au niveau subjectif avec des RPE qui ne sont pas aujourd'hui, ça me fait chier, donc je mets 10 aujourd'hui, etc. Fait que les gars, ils savent que c'est utilisé de façon précise. Il y a quand même un bon retour par rapport à ça. Donc, de nous, comment on l'utilisait, encore une fois, c'était OK. On m'a souvent dit, hein, on joue des GPS à l'académie. Je suis comme OK, mais je suis tout seul. Donc, si je fais les GPS, ça revient à ce que je te disais avec le PHV, il y a d'autres choses que je ne fais pas. Donc, au final, c'était quoi les avantages et les désavantages? Mais moi, je disais, tant qu'on n'a pas le monde, on va faire autre chose. Et après ça, quand on aura le monde, on peut prendre les données, les charges externes, etc. Là, Pierre qui est en place, il a mis en place les GPS avec les plus vieux. Donc là, on a une équipe U23 en ce moment. Donc, selon les profils de match que nous, on a mis en place chez les pros, le pourcentage de ce qu'on veut atteindre le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, dépendamment, on est où dans la semaine. Donc, match day -1, match day -3. Qu'est-ce qu'on veut comme type de données? Là, on peut comparer un peu. Donc, moi, j'ai mes données, j'ai mes profils, je les ai envoyés à Pierre. Pierre regarde aussi, quand il y a les séances fortes, il me les envoie. On analyse 2-3 trucs, qu'on peut travailler un peu en collaboration. C'est sûr qu'il y a un focus un peu plus important que les 23, lui. Donc, c'est l'équipe un peu qui est avant les pros, tu sais. Mais ça revient, on s'en parlait tantôt. Combien de postes qu'on devrait avoir à l'Académie du CF Montréal pour que ce soit optimal? C'est un prépa par équipe, tu sais. Donc, au final, là, il y a des postes qui s'ouvrent, il y a plus de qualité individualisée qui se fait. Mais après, est-ce que le Sport Science en est rendu là au Québec? Je ne sais pas. C'est encore une fois, c'est des investissements. En temps de COVID, oublie, c'est encore plus compliqué. Tu sais. Mais non, il y a tellement de trucs à faire qu'à un moment donné, c'est stimulant. En même temps, tu te dis, faut pas que je me draine, faut que je choisisse mes combats, sinon, compliqué. Et tu as parlé un peu de comme cette interaction entre les pros et l'académie.
Je sais que des fois, c'est un peu, il y a différentes façons de gérer cette relation. Vous, au club de foot de Montréal, est-ce qu'il y a un peu comme un fil connecteur qui, donc un peu ce que vous voulez dans les pros, vous vous assurez que ça aille dans l'académie, ou est-ce que l'académie forme des joueurs, mais c'est pas nécessairement pour l'équipe pro en tant que telle? Je pense que c'est des conceptions, dans le sens que ça doit venir du club, ou si tu veux quelque chose qui soit vraiment structuré, c'est du long terme. Donc, tu as besoin de 6 ans, 7 ans pour voir un gars de 12, 13 ans se développer jusqu'à 19, 20, ou un gars de 14 jusqu'à 20. Donc, au final, si tu n'as pas de long terme ou de structure, ça devient un peu compliqué. Donc, chaque coach a été différent de moi, ce que j'ai vécu. Les styles de jeu ont été complètement différents. Comment on met en place un truc qui soit linéaire pour être prêt chez les pros? Il faut vraiment que ça soit quelque chose de précis et structuré. Après, il y a des conceptions. Faut que les jeunes soient capables de loader certains types de données. Donc, on peut parler d'un milieu de terrain, ça court entre 11,5 jusqu'à maintenant 13 km en volume. On peut parler d'à peu près un 600 mètres en high-speed running qui est entre 20 et 25 km/h. Donc, c'est une donnée plus d'intermittent, comme un 15-15. On a peut-être 150 mètres de sprint. C'est des gars au milieu qui sont beaucoup plus en volume. Peut-être 150 accélérations. Donc, au final, ça, c'est un profil au milieu de terrain. Il faut que le gars de l'académie soit capable de le répéter. Donc, peu importe les conceptions en tant que telles, il doit être prêt à encaisser ça. Ok. Et ça, donc, peu importe le style de jeu de la première équipe, c'est un peu des données pour cette position Ouais. qui vont être demandées. Jusqu'à temps qu'il y ait un projet vraiment structuré, linéaire, le latéral droit est comme ça, puis ça ne changera pas, etc. OK, mais après, chaque coach est complètement différent. Là, en ce moment, on joue en 3-5-2 chez les pros. On a des latéraux, ils nous explosent les données de match parce que dans le système de jeu, ils vont aller chercher presque 30 sprints en match, donc 450 mètres de sprint. Ils vont courir 12 km, puis ils vont faire 800 mètres de HSR. Donc, tu regardes le profil, puis oh shit, OK, ça l'autre. Mais change de système, puis soudainement, c'est pas eux qui font le travail, c'est une autre personne. T'sais. Fait comment tu loads ça à l'académie? Pour moi, c'est tout le temps penser à qu'est-ce qui peut être le max. Ils doivent être capables de faire ça. Puis s'ils sont capables d'enchaîner ça puis de le répéter, on a fait notre job au niveau physique en tant que tel dans notre développement à l'académie. Si on les sous-développe au niveau physique, ben, tu arrives, puis soudainement, il va être ah, ben, tu joues là, puis je veux que tu fasses ça comme données, mais il ne l'a jamais répété dans les 4 dernières années. Tu es à risque de blessure, tu n'as jamais été adapté à ça. Fait que c'est un peu plus compliqué. Fait que c'est, je pense, une des perspectives qu'il faut garder en tête là, quand tu travailles dans une académie chez les jeunes. C'est le gars, c'est quoi son poste? Vers la fin, tu commences à le savoir. Même là encore, il y a des exceptions, mais il faut qu'il soit capable de répéter les données précises chez les pros. Mhm. OK. Et donc, on a parlé un peu de méthodologie ou de philosophie. Est-ce que tu dirais que peut-être moins chez les pros, parce qu'encore une fois, quand le coaching staff il change, ben, ça change, mais est-ce que à l'académie, tu dirais qu'il y a comme une méthodologie ou une philosophie qui est maintenant un peu propre à l'académie du club de foot de Montréal, Ben, moi, c'est quelque chose qui vous identifie? ouais, je pense que il y a eu Philippe Lafort qui était en charge de l'académie pendant plusieurs années. Là, il y a Patrick Tazu qui est en charge, mais il y a quand même une continuité. Le joueur québécois ou le, les joueurs québécois c'est très multiethnique. On est plus latin dans notre type de foot que anglo-saxon, dans le sens que moi, je parle de mon temps quand je jouais. Aux équipes du Québec, on jouait au ballon. Tu arrivais, tu jouais contre BC, puis c'était vertical, 3 passes, mais ça veut dire 6 pieds 3. C'est pas un. C'est pas un cliché, c'est la réalité. C'est les différentes cultures qui font en sorte que le foot peut être complètement différent. Donc, à l'académie, ça a toujours été ça. Ça a toujours été euh, technique, un jeu vite vers l'avant, beaucoup d'intensité, peut-être moins physique dans le duel, aérien, etc., mais beaucoup de qualité technique. Puis les premières années à l'académie, avant que moi je sois là, il y a eu de la difficulté d'adaptation parce que c'est un nouveau challenge. Tu n'es pas habitué à ça, on n'a pas ça au Québec. Là, à chaque week-end, tu joues contre des équipes américaines où c'est physique, ça presse, ça joue un certain type de foot. Puis avec les années,
ben, les résultats sont venus, puis à un moment donné, ben, ça a commencé à payer. L'anciennement Académie de l'Impact de Montréal, plus là maintenant le CF Montréal, a toujours eu des bons résultats. Finit souvent dans le top 2, top 3 de la zone Est. Donc ça, c'est New England Revolution, New York City, Red Bulls. Donc tu vois que les performances maintenant, ils fonctionnent. Donc il y a vraiment un style de jeu qui a pris du temps à se mettre en place. Mais en fin de compte, oui, il y a quelque chose de structuré. Quand tu regardes les jeunes maintenant qui sont chez les pros, que ce soit les Mathieu Choignard, Clément Baya, les Rida Zoé, Nathan Saliba, Jean-Niel qui arrivent, ben, tu sens qu'il y a, il y a une continuité, il y a quelque chose. Chaque joueur est complètement différent. Il n'y a pas un milieu de terrain, c'est le même, c'est juste qu'il y a une année de différence. Chacun a ses propres qualités, mais la compréhension au foot, la qualité technique, elle est présente. Mhm. Juste pour continuer sur le point de méthodologie, je pense que vous valorisez quand même beaucoup la périodisation tactique. Mm. Pour ceux qui connaissent peut-être moins ça, est-ce que tu peux nous parler brièvement de c'est quoi et aussi de comment est-ce que vous implantez ça à ton choix, que ce soit ou à l'académie ou chez les pros? La réalisation tactique, c'est toujours c'est quelque chose qui, le physique n'est pas détaché. C'est pas une partie qu'on met de côté. Quand on parle, mettons, du vélo, c'est OK, la pédale, on va la détacher, on va travailler pour avoir une meilleure pédale, on va la remettre sur le vélo, puis mon vélo va aller plus vite. Il y a tellement de prises de décision au foot par rapport aux 4 moments du jeu qui sont l'organisation défensive. Donc, tu défends, tu n'as pas le ballon, comment tu te places, comment tu t'organises. Tu récupères le ballon. Là, c'est ça qu'on appelle transition offensive. Donc, est-ce qu'on va partir vers l'avant? C'est ce qu'on veut. C'est ce que notre équipe, on veut que quand on récupère, on va vite vers l'avant, 3 passes, je veux qu'on soit devant le but. Ou quand on récupère, on veut conserver, garder. Là, on parle de l'organisation offensive, comment on organise notre structure quand on a le ballon pour faire en sorte qu'on se met en place pour attaquer. À la perte de balle, on passe en transition défensive. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une perte de balle? Est-ce qu'on agresse le porteur vite? Est-ce qu'on recule? On va se mettre devant notre but? Et après, on se remet en organisation défensive. Donc, les 4 moments sont toujours dynamiques. Il y a tellement de prises de décision par rapport aux 4 moments que la périodisation tactique a décidé de mettre en place ça au cœur de leur méthodologie de travail. Du lundi au samedi, tu dois travailler par rapport au moment du jeu, par rapport à la compréhension du jeu, par rapport à l'opposition, parce qu'au final, c'est ce qui est le plus important. Si, par exemple, je te prends toi, Mike, puis je te développe au niveau physique en tant que vitesse, puis tu vas plus vite, mais tu ne sais pas quand courir, pourquoi courir, dans le timing des courses, etc., ça ne sera pas un plus. Donc, on a vu Usain Bolt qui, après sa carrière de coureur de sprinter, il a voulu jouer au foot. Il est allé en essai à Manchester United, il est allé à droite, à gauche, il était en Australie aussi, je pense. Ça a été des essais, mais ça a été un peu folklorique. Il n'a jamais non plus été joueur de foot. Donc, il y a comme un certain niveau à aller chercher. T'sais. La périodisation de tactique, c'est des Portugais qui ont créé ça. Un philosophe qui s'appelle Vitor Frade qui a mis ça en place par rapport à des idées d'Edgar Morin, qui est un gars aussi qui parle de philosophie et de mélange un peu de trucs. Donc, ils ont commencé à mettre ça en place au sein de la structure. C'est vraiment intéressant. Je pense que plusieurs sports peuvent en bénéficier, le hockey et surtout la NBA. Par rapport à ça. Le hockey est un peu plus, je dirais, foufou, on dirait, de ce que je perçois. T'sais. Mais la NBA a beaucoup de moments un peu dans ce style-là. Tu as le ballon, est-ce que tu vas vite vers l'avant, est-ce que tu gardes la balle, comment tu organises ta structure à la perte, tu reviens vite. Donc, il y a des conceptions intéressantes par rapport à la périodisation tactique. Mhm. Et est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple de comment, du côté préparation physique, comment est-ce que tu appliques la périodisation tactique? Donc, nous, dans notre style de façon de travail, mettons, on joue le samedi. Le dimanche, on est en regen. Donc, les gars sont en récup. Ils font un protocole de récupération. Le lundi, on est à match D+2 qu'on appelle. Où là, tu es encore en récupération, mais les gars, ils s'entraînent. Donc, on joue sur les espaces. Donc, on joue sur les 30-40 mètres de profondeur, on les ferme. Donc, c'est beaucoup de jeux de possession avec des dimensions, des meters square per player qu'on appelle. Fait qu'on prend, mettons, 20 joueurs, on prend des distances de terrain, puis on les divise par nombre de joueurs. Donc, quand on parle de meter square, c'est plus haut à peu près de 85 mètres carrés par joueur. Là, on commence à rentrer dans des distances un peu plus de course. Tandis que si on est plus bas de 60, on rentre dans le travail plus anaérobique. Donc, c'est
des distances qu'on met en place pour faire en sorte qu'on peut contrôler un peu les impacts physiques. Vu qu'on est encore en récup, s'il y a beaucoup, beaucoup de distance, puis que les gars ils ont 30 mètres ou il y a un ballon qui peut jouer derrière la dernière ligne, puis que le gars, il faut qu'il accélère en sprint, il n'est pas non plus récupéré complètement, est-ce que c'est la meilleure des options? C'est là qu'il y a plein de méthodologies de travail. Il y en a qui sprintent le lundi, il y en a qui sprintent pas le lundi, il y en a qui font des jeux réduits le lundi. Le match D+2 est encore dans science. C'est vraiment, il y a du monde qui teste plein de trucs. Tandis qu'on arrive à match D+3, qui est, mettons, le mardi, nous, on fait beaucoup de jeux réduits, des espaces courts. Donc là, on a une récupération presque complète. Puis ce qu'on veut taper, c'est un peu plus le travail anaérobique, donc le travail de répétition, d'intensité, beaucoup d'accélération, beaucoup de décélération. Donc, comment nous, on le voit par rapport à la périodisation tactique, c'est tout ce qui est par rapport un peu à la transition défensive. Donc, une perte de balle, on veut agresser le porteur de balle. Donc, si toi, tu as le ballon, moi, j'ai le ballon, je le perds, toi, tu es à 3-4 mètres de moi, on veut agresser tout de suite. Donc, c'est beaucoup relié à des accélérations courtes, des décélérations courtes, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité. Donc, c'est un peu le même principe par rapport au 1 contre 1, au 2 contre 2. Est-ce que moi, je viens te presser qui est en la couverture? Comment on organise la structure à un mini-unit où c'est souvent des 3 contre 3, 4 contre 3, 5 contre 4, où on garde des trucs vraiment petits pour aller chercher accélération, décélération, répéter les efforts intenses, mais en même temps mettre aussi une conception tactique. Comment on va presser, comment on vient couvrir, qu'est-ce qu'on fait, comment on organise le truc. Comment tu viens battre ton mec en 1 contre 1, comment tu utilises l'overlap. Donc, c'est quelqu'un qui passe derrière le joueur pour créer un 2 contre 1. Donc, toujours par rapport à des situations de jeu. Donc, ça, c'est la séance du mardi, qui est un peu, comme on disait, là, un exemple de la périodisation tactique qu'on utilise le mardi. Mercredi, on rentre sur des grands espaces. C'est là qu'il y a du concept de 11 contre 11, beaucoup d'espace, beaucoup de sprint, beaucoup de données de courses intermittentes. Donc, on veut pré-fatiguer le mardi, nous, tout ce qui est données d'accélération, décélération, tout ce qui est côté au niveau de puissance. On utilise les Vertimax avec les Raptors, on a des séances spécifiques là-dessus. On arrive le mercredi, on a une mini-fatigue accumulée de la séance du mardi. Mais ce qu'on veut toucher, c'est les grands espaces et le volume. Donc, il n'y a pas vraiment d'interférence en tant que telle entre les deux, parce qu'on a travaillé ce qu'on voulait le mardi sur une certaine qualité de fraîcheur, ce qu'on voulait. Le mercredi, on rentre sur une certaine fatigue, mais on veut travailler plus tout ce qui est au niveau du VO2 max, au niveau de la répétition des efforts sur du plus grands espaces, les intermittents, etc. Jeudi, on coupe. On travaille tactique, mais vraiment court. Vendredi, veille de match, puis samedi, tu rejoues. Ça vient affecter un peu ton microcycle. Mais la périodisation tactique sont vraiment stubborn. Ils sont this is only one way. C'est comme ça qu'on travaille. T'sais. Nous, dans la méthodologie de travail, moi, comment je le vois, j'ai pris un peu de périodisation tactique. Donc, les conceptions, comme je te disais, de mardi, petits espaces, transition def, accel, décélération, pressure cover, tous des trucs sur le premier joueur le plus proche, le deuxième, le troisième. Puis quand tu rentres plus loin, quatrième, cinquième, là, tu rentres dans des trucs trop loin pour vraiment travailler sur la mini-structure. Mais il y a un autre truc qui s'appelle le structured training. Ça, c'est les Espagnols qui ont mis ça en place. Structured training, qui est une périodisation qui est Guardiola a travaillé avec le Barça. Donc, c'est Paco Cerullo, il s'appelle. C'est un préparateur physique qui travaille au Barça. C'est un peu dans la même vague que la périodisation tactique, mais différent. Donc, il travaille plus sur moins de conception tactique. Donc, le lien entre 4, 5, 6, 7 joueurs, mais le développement de la qualité physique en tant que tel. Donc, tu dois être capable de faire accel, décélération, mais après de taper un 75 mètres parce qu'il faut que tu ailles vers l'avant en transition offensive. Donc, c'est ce qu'on appelle le complex training. Il accumule des tâches qui sont vraiment spécifiques au foot. Ça, c'est les Espagnols qui ont mis ça un peu plus en place en prépa physique intégrée. Donc, il y a un peu un mélange de tout. C'est là que moi, je trippe. Je me suis créé un peu ma méthode de travail par rapport à tout ce que j'ai lu, par rapport à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai essayé, surtout à l'académie. Puis maintenant, je commence à avoir une méthode de travail qui me convient personnelle, qui doit convenir au coach. Sinon, après, je ne peux pas travailler de façon efficace. Puis, c'est là qu'à un moment donné, tu peux rencontrer des coachs où ils vont faire non, je ne veux pas que tu fasses ça. Tu fais comme OK, là, tu as un choix à faire. Tu restes ou tu décides de t'ajuster parce qu'il faut s'ajuster dans notre métier parce qu'on est un support staff au final. Mm-hmm. Et comment est-ce que tu vois, parce que de ce que je comprends, surtout en périodisation tactique, essentiellement le physique est comme un peu l'esclave du tactique, dans le sens, le tactique va dire qu'est-ce que tu fais au niveau physique.
Comment tu vois ça, la différence de l'application de la méthodologie quand tu compares ça au niveau pro où essentiellement les joueurs ont été développés et en tant que coach, tu es probablement en train de choisir, OK, ben j'aime les qualités de ces joueurs-là, ben, je veux les avoir dans mon équipe pour recréer le style de jeu que je veux. Par rapport à si tu es dans une structure académie ou sport-études ou peu importe, là, tu es en train d'essayer de développer des joueurs. Comment est-ce que toi, en tant que préparateur physique, tu vois ça? Parce que c'est sûr que si moi je dis, ben, je veux qu'on joue ce style de jeu et disons, c'est jamais sur du long, ben là, est-ce que ça se peut que je suis pas vraiment en train de développer l'habilité à chercher des vitesses de pointe chez mes jeunes joueurs? Donc, comment tu vois l'application peut-être académie versus pro de cette méthodologie? Je pense que c'est une méthodologie qui peut s'emboîter. Il faut que ça soit vraiment expliqué et vraiment maintenu de qu'est-ce que tu fais du lundi au samedi. Il faut s'assurer que le mardi, ben, on fasse, comme je te disais, les microcycles par rapport à ce qu'on voulait, les jeux réduits, etc. La puissance, il faut qu'elle se fasse le mardi, le mercredi, il faut qu'on fasse les grands espaces. Il faut s'assurer que le prépa physique, il fasse un suivi par rapport à ce qui est donné en tant que séance, que les coachs ont tapé dans le mille, ou c'était trop, ou c'était pas assez, ou les distances n'étaient pas assez grandes, etc. Puis une fois qu'il y a quelque chose qui se met en place de façon efficace, ben, tu progresses. Tu sais, tu as un peu les mix. Tout peut fonctionner à l'académie. C'est mon avis personnel. Hein. Tu peux faire périodisation tactique. Les Portugais le font. Ils développent des joueurs puis top notch. Tu as des mecs qui vont travailler beaucoup sur l'individuel. La France en est le cas. Ils vont sortir des joueurs. Donc, au final, tout peut fonctionner. C'est vraiment comment tu mets en place tes trucs. Et après, il y a des joueurs qui vont peut-être plus bénéficier d'une périodisation plus individuelle, avec sur du développement physique, du développement individuel technique. Puis il y en a d'autres qui vont développer peut-être plus par rapport à la périodisation tactique, parce que c'est des joueurs cérébraux qui vont réfléchir, qui ont besoin de comprendre la game pour se développer et aller chez les pros au plus haut niveau. Tout peut fonctionner, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on met en place. Mais pour moi, la périodisation tactique, c'est quelque chose qui permet de comprendre la game. Donc, ça part des coachs et comment ils l'éduquent par rapport à porteur et pas cadré. Toi, tu as le ballon, il n'y a personne devant toi. Si j'apprends pas que le porteur n'est pas cadré, je suis défenseur, il faut que je tourne les épaules, il faut que j'anticipe la profondeur, parce que tu peux me lancer un ballon 40-50 mètres dans le dos, ben, je ne peux pas avancer dans le jeu. Donc, je peux être développé physiquement, mais je vais te regarder comme ça, les épaules face à toi, tu vas me lancer un ballon dans le dos, même si je vais vite, le mec aussi, il va vite de l'autre bord, il va aller marquer au but. Puis là, tu vas dire, ah, mais le défenseur, il est développé physiquement, mais il n'a pas compris que le porteur n'est pas cadré, les épaules doivent se tourner, il faut qu'il anticipe la profondeur. Fait qu'il y a comme il y a un mix entre les deux qui doit se faire. Puis à un moment donné, ben, il y a un threshold d'évaluation qui fait comme ah, il comprend la game, il comprend pas assez la game. Il va chez les pros, ben, il n'a toujours pas compris ça, c'est problématique. Il va aller chez les pros, il a compris la game, mais il va pas assez vite. Tu sais, fait que tu as du pour et contre dans tout. Mais c'est là qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui vont se développer, il y en a qui vont passer à la prochaine étape, il y en a qui vont plafonner. Mais je pense que les deux ne sont pas deux choses complètement différentes, les deux doivent être mis ensemble. Donc, tu dois faire, d'après moi, un truc qui ressemble à de la périodisation tactique pour comprendre la game. Mais autour de ça, les prépas doivent développer individuel. On parlait du PHV tantôt. Ben, il faut que, selon les PHV, dans un monde idéal, encore une fois, chaque prépa est là pour une année d'âge, ben, individualisation des jeunes directement à partir des 14-15. Mais la semaine, du lundi au samedi, ils apprennent la game. Ils apprennent les concepts du jeu. Puis après, tu rentres en 17, là, ben, tu fais Tri-Physique Strength Training, tu développes au niveau physique, tu fais de la muscu. Tout se met en place pour combiner tout. Je pense que tout peut se combiner. La périodisation tactique, eux, sont comme non, non, tout c'est sur le terrain. Il y a du bon dans tout. Mhm. OK. Donc, toi, de ce que je comprends, tu es très ouvert à un peu prendre ce qui fonctionne de tout pour former quelque chose qui t'est propre essentiellement. C'est un monde, tu rentres dans une discussion, puis tu peux faire, oh, OK, avec lui, je vais m'entendre, avec lui, je ne vais pas m'entendre. Il y a du monde qui ont des conceptions fermées. Je pense que une des critères les plus importants en tant que prépa physique, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Tout peut fonctionner. Tu peux gagner d'une certaine façon, tu peux gagner d'une autre. C'est après ce que toi t'aimes, comment tu travailles. Moi, j'ai mes méthodologies de travail maintenant où j'aime ça travailler comme ça. Est-ce que je changerais mes méthodes pour m'adapter? C'est là qu'à un moment donné, chaque personne est différente, mais il y a du bon dans tout. Il faut juste être capable d'analyser comme il faut. Est-ce que ça rentre dans toi, ta méthodologie de travail ou ta conception? Puis, Mhm. Cool.
Euh, donc, comme tu nous as mentionné, c'est ta deuxième complète, troisième année avec l'équipe pro. Vraiment, félicitations. Je pense que c'est vraiment cool que tu es un gars de Montréal qui a été à travers l'académie et qui est passé au pro. Donc, je pense que c'est toujours cool. C'est comme homegrown talent. Yeah. Est-ce que, euh, donc, dans ces 2, 3 dernières années, il y a eu la pandémie. Il y a eu Thierry Henry, une star du foot qui était comme ici comme entraîneur. Donc, des années un peu très mouvementées pour probablement et toi et l'organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la transition de l'académie au pro et euh, pour un préparateur physique, c'est quoi qui est vraiment différent quand tu passes de une structure à l'autre? C'est clairement l'adaptation, dans le sens que je suis monté chez les pros mercredi, le staff se faisait virer, jeudi, j'étais chez les pros. Donc, c'est comme bang, OK, let's go. Samedi, on joue à Toronto devant 25 000 personnes, OK? Puis, c'est quoi ton rôle? Tu sais, la prépa physique, c'est énorme. Comme maintenant, tu le vois dans les staffs de Sports Science. Tu as un gars qui fait du data analyst, tu as un gars qui fait le terrain, tu as un gars qui est dans le gym, tu as un gars qui fait la rehab. C'est vraiment rendu décortiqué. Donc, moi, j'étais seul chez les pros. Je suis seul chez les pros. Donc, au final, c'était quelles sont mes tâches. Puis ça vient du coach et du upper management. C'est jusqu'à où je dois travailler, quelles sont mes limites. Donc, avec le premier coach qui était Wilmer, c'était bon, tu fais les activations d'avant-séance, les échauffements. On va parler des temps effectifs puis du microcycle un peu des séances. Mais en tant que tel, le prépa physique développé sur terrain, j'y touchais pas. C'était tout le coach. Il travaillait sur ses distances, faisait ses trucs. On était en fin de saison aussi, puis il y avait moins de développement à faire en tant que tel. Ce n'était pas une pré-saison, c'était plus un maintien de la condition, puis mettre en place lui son système de jeu. Je faisais les GPS. Après parti, j'ai rencontré Thierry, on a connecté. Donc, je faisais rehab, les activations, un peu de travail intégré par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Je te disais avec les Vertimax, les Raptors et tout. C'était un peu la conception de. Moi, j'avais lu beaucoup sur le sujet, le structured training. Lui, il l'a vécu en étant au FC Barcelone avec Pep. Donc, il disait les séances fortes qu'on faisait, c'était que ça. C'était que des trucs en combinaison de tâches. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de muscu, il n'y avait pas de gym. Il n'a jamais fait de muscu de sa vie, même quand il était à Arsenal. Donc, au final, tu dis, un athlète de ce niveau-là, qui n'a jamais fait de muscu, puis qui était à ce point, à ce niveau, ben, tu dis, ça fonctionne. Après, tu regardes d'autres, ils ont besoin de muscu, puis ça va fonctionner aussi, tu sais. Fait que, essaie de discuter avec Thierry pour dire, non, non, les gars ont besoin de muscu. Ben, il va dire, ouais, mais regarde, moi, j'en ai jamais fait, puis j'ai gagné une Coupe du Monde, puis j'ai gagné ma Ligue des Champions, puis j'ai marqué tant de buts en Angleterre. Donc, tu rentres dans des, comment tu débats ça avec quelqu'un qui ne l'a pas fait. Il faut que tu sois ouvert d'esprit. Sinon, si tu es fermé, tu rentres au clash. Fait que moi, j'ai mes conceptions. On a décidé de travailler sur le structure training. J'avais déjà beaucoup lu là-dessus. J'ai expliqué ma vision. Il me disait ce qu'il faisait au Barça. On a tweaké un peu le truc à notre sauce. On a mis ça en place. Puis on a eu des bonnes périodes quand on n'était pas en quarantaine et enfermé à la maison. Là. Des bonnes périodes physiques, surtout le championnat canadien l'année passée où je pense qu'on était vraiment en forme. Thierry est parti. On a remplacé avec Will. Puis Will, on se connaît depuis un certain nombre d'années aussi quand il était chez les pros, chez l'académie. Il a joué à l'UQAM aussi dans le temps. Donc, au final, on a juste peaufiné ce qu'on faisait avec Thierry, méthodologie, ce que lui voulait mettre en place, que lui, ses idées aussi propres. Moi, ce que j'aurais voulu tweaker, il m'a donné carte blanche. Donc, on a tweaké. Puis là, on regarde le début de saison. Puis physiquement, tu te dis, shit, t'sais. On a joué 3 matchs dans une semaine. On avait joué à. Qu'est-ce qu'on avait joué? On avait joué à Midweek, on avait joué Miami, on avait joué Vancouver, Miami, et après on a joué à Atlanta. 3 matchs en une semaine. On arrive au dernier match contre Atlanta. On est à la 93e minute. On est encore en train de presser full field au terrain. Après, on se prend un but. Est-ce que c'est un truc physique, technique, tactique? On peut discuter, mais tu dis troisième match en une semaine. Physiquement, on est en train de monter sur le terrain. On est encore en haute intensité. Puis tu dis, shit, les trucs qu'on a mis en place, ça a fonctionné. Fait c'est vraiment, chaque coach m'a appris. Chaque coach a fait en sorte que mon rôle a changé ou évolué. Là, en ce moment, je m'épanouis parce qu'avec Will, on peut travailler un peu de la même manière qu'on a comme vision. C'est un autre coach, je rentre avec un autre coach, puis soudainement, mon parcours et tout mon bagage doit le tweaker pour faire en sorte que je m'adapte au coach, puis son support staff. T'sais. Mais en ce moment, sérieusement, je m'éclate parce qu'on travaille comme on veut.
Puis physiquement, je pense que ça se promet sur le terrain. Mhm. Et est-ce que la muscu, c'est un peu plus intégré ou pas nécessairement? Non, la muscu en ce moment, c'est comment je la vois puis comment j'ai développé, c'est un peu par périodisation, par bloc. Donc, on regarde par exemple les semaines où on a des semaines où on peut. Donc, on a 2 microcycles sur lesquels on change. Je t'ai parlé tantôt du microcycle. On joue le samedi, dimanche, on est off. Lundi, on est en match day plus 2. On fait une adaptation. Mercredi, mardi, on fait les jeux, les espaces réduits, la puissance, les Vertimax, le complex training. Donc, ça, c'est un truc vraiment précis pour nous. Mercredi, on fait les grands espaces. Jeudi, on réduit. Vendredi, veille de match. On a aussi, quand on fait un match le samedi où c'est trop fort, qu'on a eu Nashville, par exemple, où on a joué un match où on n'était pas en contrôle, le ballon, bing, bang, tu finis le match, puis tu regardes tes pourcentages de match, puis tu es presque à 100% partout. T'sais. On a 5-6 gars qui étaient à plus de 11,5 km, beaucoup de gars avec des données de plus de 20 sprints. Est-ce que avec une seule journée off le dimanche, le lundi, tu fais une adaptation, mardi, tu réattaques, ou on fait un inverse où le dimanche, on a un regen, les autres qui n'ont pas joué, ils s'entraînent. Lundi, tu es off. Mardi, c'est ta première séance de retour. Donc, tu la fais encore légère, mais là, je mets de la muscu. Mercredi, c'est notre seule séance forte. On fait des grands espaces. Jeudi, on affûte. Vendredi, on affûte. On met de match. Puis samedi, tu rejoues. La muscu, je la vois sur ce microcycle-là. Quand on fait dimanche off, lundi, léger, mardi, on tape fort en puissance, je suis en développement de puissance. La muscu, je ne peux pas vraiment la mettre nulle part, sauf peut-être le lundi. Mais là, tu commences à rentrer sur une accumulation de peut-être un peu too much. Tu sais. Fait qu'on on jongle un peu sur les cycles comme ça. Souvent, c'est du 2-3 semaines de puissance, 2-3 semaines de muscu avec dimanche regen. Comme ça, on remet une couche en muscu, on rebâtit le muscle, on le retransfère en puissance. Fait que c'est seulement notre séance du mardi, le match day plus 3 qui change. Est-ce qu'on fait de la puissance en accumulation de tâches ou est-ce qu'on fait de la muscu lourde, strength max, pour vraiment aller rechercher une autre qualité physique? Mhm. C'est cool. Ah, vraiment, vraiment intéressant. Euh, Jules, je voulais te demander un peu pour peut-être si tu avais un conseil ou quelque chose à donner pour les gens qui nous regardent et qui sont comme waouh, je veux faire ce que Jules fait en 2021. Surtout pour quelqu'un peut-être qui est en fin de bac, qui vient de terminer. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi un peu le chemin qu'ils doivent tracer pour espérer? Parce que c'est sûr qu'il n'y a rien au pro, il y a rien qui est donné ni promis, mais s'ils veulent espérer faire un peu ce que tu fais, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense qu'il faut faire une analyse concrète de qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je savais que le terrain, le foot, le terrain, le mélange entre la tactique et la prépa physique, c'est quelque chose qui, pour moi, m'intéresse. Je ne serais pas épanoui à faire que du gym, que des GPS, que de l'analyse de données. Donc, le milieu de la préparation physique, il commence tellement à être vaste qu'il faut quasiment aller fouiller sur Internet, voir des clubs, puis voir c'est combien les staffs. Maintenant, les staffs sont rendus 8, 10. Tu as des data analysts, tu as des strength and conditioning guys, tu as des gars qui sont sur prépa physique intégrés sur le terrain, tu as un peu de tout. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire en tant que tel, tu dois toucher un peu à tout pour te permettre de dire ça, j'aime pas ça. C'est de laisser-erreur au final. Je pense que le bac ne peut pas promouvoir tout. Donc, moi, en tout cas, personnellement, il ne m'a pas donné assez de ressources au niveau théorique pour pouvoir tester et appliquer. Donc, au final, j'ai dû aller ailleurs pour apprendre, continuer à apprendre. Une fois que tu sens que tu as assez d'accumulatif de théorie, puis ça, tu peux le faire tout seul. Hein. Il y a combien de livres sur la prépa en discutant, puis comment ça, puis ça, je peux lire. On parlait tantôt du livre de Triphasic Strength Training ou l'Athletic Development Model, le truc pour le PHV. Tu lis, OK, tu appliques, puis après, tu testes. Fait qu'il y a un mélange entre théorie qui soit par l'éducation, soit une maîtrise, soit des diplômes universitaires, des trucs vraiment précis sur un an. Il y a beaucoup de trucs qui se font en ligne maintenant. Et soit des trucs qui sont en expérience terrain. Il faut tester. Mais clairement, si on reste dans notre petite bulle, ça sera pas assez. Comme on parlait au Québec, il faut vraiment aller rencontrer des gens, sortir du salon de confort, voir des trucs. Si c'est pas juste au Québec, ben, ça sera peut-être au Canada. Si c'est au Canada, ce sera peut-être avec les US, ce sera peut-être ailleurs. Idéalement dans un monde où on peut voyager, hein, mais clairement, je pense que c'est les conseils que je donnerais. OK, c'est cool.
Ben, écoute, Jules, merci beaucoup de nous avoir parlé. J'ai vraiment apprécié. Ça fait, je pense, un petit bout qu'on s'était pas parlé de vive voix, donc c'est un Ouais. plaisir de reconnecter avec toi. Je sais que tu m'as dit que t'es pas un méga gros gars de réseaux sociaux, mais si les gens veulent connecter avec toi, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Par courriel. Donc, Ok. je te donnerai mon courriel au Ok, pire. ouais, on le mettra Yeah. dans les détails. Ok. Parfait. Cool. Super. Ben, merci encore et bonne continuation pour le reste de la saison. Merci, Merci. Mike. Ciao.